Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech. l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission c'est sur Africa FM, sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Africatech, votre émission qui parle de la technologie africaine pour les Africains, par les Africains. Aujourd'hui, cap sur la République démocratique du Congo. Un nouveau dispositif numérique veut en finir avec les faux diplômes. Nous parlons de e-diplôme, c'est le nom de cette plateforme. Un outil qui mise sur la blockchain pour sécuriser, authentifier et simplifier l'émission des diplômes officiels. Alors, l'objectif est clair, la RDC veut gagner en transparence, renforcer la crédibilité de son système éducatif et entrer pleinement dans l'ère du numérique en Afrique. C'est un ère qui est grandement prisé aujourd'hui, on va dire sur toute l'étendue du continent, à quelques exceptions près. Mais la question c'est, est-ce que cette ambition est réaliste? Quels sont les risques, les défis? Quelles sont les chances de succès de ce projet? Alors pour en parler, je suis en bonne compagnie aujourd'hui puisque mon équipe est composée de Alamine Mahamat, notre chroniqueur habituel du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Mais aussi le très grand même, chroniqueur Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la deuxième et dernière partie de notre émission qui est le débat virtuel, nous allons commencer par la minute décryptage dans cette rubrique qui va nous aider à comprendre à peu près l'envergure du décor, planter le décor pour préparer la discussion. Donc pour la minute décryptage, Alamine nous a préparé une petite chronique dans laquelle il explique de quoi est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas Alamine? Alamine, c'est à toi. Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech, analyse et commentaires sur le digital. Africatech. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'est lancé dans un chantier inédit, la numérisation des diplômes. Face à la multiplication des faux diplômes, des usurpations de titres et des fraudes administratives, le pays a décidé de frapper fort avec le e-diplôme. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? D'une simple numérisation? Pas du tout. Le e-diplôme, c'est une plateforme officielle en ligne, où chaque diplôme délivré est enregistré, sécurisé et vérifiable à distance. Concrètement, grâce à des portails comme schoollab.cd et e-diplôme.cd, employeurs, administration, établissements et même étudiants peuvent vérifier l'authenticité d'un diplôme en quelques clics. Le cœur du dispositif repose sur deux piliers. Une base de données centralisée fiable, accessible partout dans le pays, et une technologie blockchain qui rend chaque diplôme infalsifiable et trace chaque modification ou tentative de falsification. Quels sont les objectifs poursuivis? Lutter contre la fraude en rendant impossible la falsification ou la duplication des diplômes, faciliter l'insertion professionnelle grâce à des démarches plus simples pour les employeurs, renforcer la crédibilité du système éducatif congolais à l'international. Mais attention, cette innovation ne peut fonctionner sans certaines garanties. Il faut que toutes les institutions éducatives adhèrent au système, que les données soient fiables, que la cybersécurité soit au rendez-vous et surtout que la population y trouve un réel intérêt. Ce projet pose aussi une question essentielle, la confiance numérique. Un tel système n'est efficace que si les usagers, étudiants, entreprises, autorités croient en sa fiabilité, en sa confidentialité et en la protection des données personnelles. En somme, le e-diplôme est un outil ambitieux, un rempart contre la fraude, mais aussi un test grandeur nature pour la gouvernance numérique en RDC. Un premier pas vers une administration moderne, transparente et connectée aux réalités du monde numérique. Africatech, le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour, mes invités et moi. Je suis toujours avec Alamine et Raja pour la deuxième et dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Alors pour rappeler ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de la RDC qui met en place e-diplôme, cette plateforme qui est censée sécuriser, authentifier les diplômes officiels. Le but c'est de rendre crédible le système éducatif congolais à l'échelle internationale. D'abord, j'aimerais avoir vos premières impressions
de ce projet. Mais avant de répondre, j'aimerais informer les auditeurs que ce numéro, c'est un sujet que nous avons déjà traité ici dans Africatech, avant qu'Arajan puisse nous rejoindre. Donc pour les anciens comme Alamine, j'imagine qu'ils se rappellent déjà. Voilà, donc Alamine, peut-être que tu devrais commencer déjà à nous donner tes impressions par rapport à ce projet-là. En fait, question éducation, le numérique apporte beaucoup sur ce plan, parce que le papier en lui-même, le papier, c'est vrai, il est volatile, machin, tout. Mais le problème, c'est l'authenticité du diplôme. Et c'est un fait, c'est courant, la fraude existe. Mais grâce au numérique, on peut prévenir ces fraudes. C'est vrai, on peut déjouer certains trucs grâce au numérique, mais également prévenir beaucoup plus de fraudes, surtout dans les diplômes, comme les diplômes universitaires ou le bac et tout. Donc pour moi, c'est un grand projet. Merci. Raja, en quelques mots peut-être, ce que tu penses de ce projet? C'était un projet assez pertinent, je peux dire. Déjà, la RDC, c'est parmi les pays où le taux de fraude est assez élevé en Afrique, on ne doit pas le cacher. Malheureusement, oui. Ouais, et voir cette initiative qui vise à rendre transparent les diplômes, la véracité des diplômes des jeunes gens ou des gradués et tout, ça donne plus de crédibilité à la nation elle-même. Et l'image que nous avions à l'époque de la RDC va certainement changer. Donc déjà, si on peut aller d'un côté un peu plus technique, on va remarquer que autrefois les diplômes étaient faits avec des numéros, rédigés soit à la main ou avec une machine dactylographique. Mais aujourd'hui, grâce à le e-diplôme ou avec la numérisation, en fait, il y aura un numéro de série qui sera attribué à chaque diplôme et ce sera de façon unique. Donc, on peut pas avoir un même numéro pour deux diplômes différents, ce qui fait en sorte que ça renforce la crédibilité. Et même à l'extérieur du continent, c'est un appel pour dire que voilà, on en a marre de cette situation et il faut qu'on change. Et comme on dit que l'éducation, c'est la ligue d'une nation, donc dès qu'on voit que les diplômes sont crédibles, bien sûr qu'on va se dire que c'est que la compétence, elle est là aussi. En fait. Très bien, ça montre surtout, Alamine, une bonne volonté de l'État à vouloir résoudre un problème qui dérange des populations depuis trop longtemps maintenant en RDC. Exactement. En fait, c'est vrai que c'est un problème que l'État veut complètement résoudre, mais c'est à son avantage, parce que la face du Congolais de la RDC sera mieux vue à l'extérieur. Déjà, ils font partie en fraude, c'est eux, ils sont pratiquement très élevés en Afrique centrale, surtout en Afrique centrale. Donc en fait, ça renforce la crédibilité, comme Raja vient de le mentionner, et le regard de nos diplômes ou de nos compétences à l'extérieur va totalement changer, parce que ça sera déclassé du registre des fraudes, parce qu'on n'aura plus besoin de totalement tout vérifier. C'est vrai, il y aura toujours une sorte de sécurité pour pouvoir vérifier, mais ça limite beaucoup de tracasseries à faire ensuite, quoi. Tout à fait. Alors, quels sont les réels bénéfices pour les étudiants de ce pays-là, concrètement parlant, Raja? Déjà, tu as parlé avant du fait que les diplômes aient maintenant des numéros uniques, donc ça va éviter par exemple, une duplication, qui arrive très souvent. Parfois, c'est même pas de la fraude, parfois c'est juste des erreurs d'administration. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, l'être humain est obsédé par les résultats. Ce qui l'importe, c'est pas la méthode, mais c'est le résultat. Il y a quelqu'un qui a un proverbe qui dit, je crois, nous le savons, il dit, tout chemin mène à Rome. Mais est-ce que tout chemin mène vraiment à Rome? On ne sait pas. Donc, il y a des gens, ils n'étudient pas, mais il a un parent qui travaille là-bas à l'administration, et à la fin de l'année, ils prennent le relevé de quelqu'un, ils changent juste de nom, et ça se fait avec les outils informatiques, les applications. Il y en a plein, donc il suffit juste ça se fait en fait. Donc, un numéro. Il y a un pays que je ne vais pas citer, un pays de l'Afrique centrale aussi qui rencontre le même, non, c'est pas le Cameroun, rassure-toi. Donc c'est un pays de l'Afrique centrale où on a vu, il va avoir un paiement de bourse. Je pense que Moïse peut savoir de quel pays je suis en train de parler. Il va avoir un paiement de bourse, et bizarrement, lorsque les listes définitives sont sorties, il y a des noms qui figuraient sur la liste pour des étudiants qui n'ont jamais été à l'étranger. Mais alors qu'on paye de ceux qui sont, comment leurs noms sont retrouvés là-bas? D'où l'administration, le gouvernement a pensé mettre en place le NUI, le numéro d'identification unique. Ça veut dire, peu importe d'où tu es, dès que tu as ce numéro-là, on va voir dans leur base de données si ce que tu nous fournis et ce qui est là-bas ne coïncide pas, c'est automatiquement la fraude. C'est un peu la même stratégie comme reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, c'est la même technique. Donc pour moi, l'un des bénéfices, c'est d'abord la crédibilité, l'authenticité, mais aussi
pour le gouvernement eux-mêmes et le ministère de l'enseignement supérieur, c'est une confiance que les étudiants les accordent en fait. On vous fait confiance pour ça. Et même aussi grâce au e-diplôme, ce qu'on avait parlé avec un ami dans ce plateau, bien évidemment, on avait discuté, on avait échangé que parfois il peut y avoir des catastrophes, la disparition des documents. Exactement. Il peut y avoir des petits accidents. Exactement. Donc la traçabilité. Grâce au numérique, c'est très important. Voilà les bénéfices que moi je peux dire à propos de ça, surtout en termes de confiance, de fiabilité. Qui ne voudrait pas qu'après 7 années d'études de médecine, par exemple, ou 5 ans d'études d'ingénieur, que son diplôme en fait soit reconnu de façon crédible par d'autres États. Qui voudrait qu'après avoir souffert, on dit que bon, votre diplôme n'est pas authentique, on vous ferme la porte de la carrière professionnelle parce qu'on ne trouve pas, on n'accorde pas du crédit à ce que vous avez fait. C'est blessant. Ce sont des années de souffrance, des années d'abnégation, des années de douleur. Les étudiants peuvent savoir de quoi je parle parce que c'est pas évident. Pour à la fin on dit que bon, ton diplôme là, on peut pas considérer parce que ton pays et tout, ça n'a pas de sens. C'est ce qui s'est passé avec les passeports. Les passeports dans certains pays africains, Trump a remis en cause et a obligé ces pays africains d'augmenter le standard de la crédibilité de leur passeport. Sinon, ça sera pas recevable au niveau international. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alamine, on parle parmi les raisons qu'on peut citer pour parler des bénéfices des étudiants congolais, on pourrait citer le fait par exemple que la procédure pour avoir son diplôme est plus courte en fait, parce que sauf si je me trompe, dans certains cas il faut plus de 7 mois juste pour avoir un rendez-vous, pour partir récupérer son diplôme. Avoir le rendez-vous, les files d'attente. En fait, je pense que cette plateforme de e-diplôme va beaucoup plus aider les étudiants. C'est vrai, ça va aider le gouvernement en entier, mais le principal avantage revient aux étudiants dans la mesure où ça va réduire totalement toutes les tracasseries qu'ils se faisaient pour avoir leur diplôme, que ce soit pour avoir le diplôme et également pour postuler dans d'autres entreprises et tout. Et on pourrait aussi parler des employeurs, c'est moins de risques. Moins de risques parce que ils vérifient juste dans la base de données, c'est bon, tout est correct et c'est bon. Il n'y a plus de vérification que ça vient d'où. Déjà, je ne pense pas que la majorité des gouvernements font ça. Si chez nous par exemple, si tu veux légaliser un document, tu vas peut-être à la mairie, tu vas voir des gens autour de la mairie et tu leur donnes ton diplôme ou ta carte d'identité, ils partent, ils te légalisent ça. Ils ne te demandent pas si c'est original, mais tu leur donnes juste, il entre, il fait ça, il te revient, tu lui donnes seulement son argent, il part. Donc, on ne sait même pas si ton diplôme est... Bon, ça se fait chez nous surtout aussi. Avec les casiers judiciaires. Les casiers judiciaires, que ce soit casiers judiciaires, même les machins, attestations de nationalité qui ne se font plus. Certificats de nationalité aussi. Qui se font plus maintenant. Tu pars juste, tu donnes juste ta carte ou n'importe quoi. C'est bon, il entre, il fait ton truc et il revient. Tu as un casier sale ou c'est pas son problème. C'est pas son problème. Lui, il veut son argent. Et avec cette plateforme de e-diplôme, tout est tracé, tout est là. Tout à fait. Tout est tracé. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour régler le problème des faux diplômes? Bon, selon moi, non. D'accord. Selon moi, non, parce que c'est vrai, ça va aider beaucoup, mais ça peut, on déjoue tout. On déjoue tout. Surtout avec Internet. Surtout avec Internet. Surtout en fait, pour moi, c'est grâce à Internet. C'est pas, parce que c'est vrai, Internet est là pour faciliter les choses, mais Internet est aussi là pour pas se mettre en péril, mais, on peut utiliser Internet pour de bonnes comme de mauvaises choses. Si je te donne un couteau, c'est à toi de décider si tu vas l'utiliser pour tuer quelqu'un ou l'utiliser pour découper des légumes. Très bien. Alors, on parle, tu parles bien, Alamine, en soulevant ce point. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Là, on parle d'un projet qui est censé améliorer la vie, la condition de vie des citoyens. Donc là, en l'occurrence, on parle des citoyens de la RDC qui vivent dans un contexte particulier. On parle du numérique. Le numérique, on sait que le numérique n'est pas très répandu dans la culture subsaharienne. Bon, là, on parle de la RDC. Est-ce que, peut-être, je pense qu'on a envie de se poser la question, de savoir si la RDC est prête pour un virage technologique de cette ampleur-là? Pour moi, la volonté est là. La volonté est vraiment là parce que chaque jour, il y a des projets qui naissent. Chaque jour, il y a des arrangements entre les États pour le développement et tout. Mais il manque surtout du point de vue infrastructurel. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est toujours en recul en Afrique subsaharienne par rapport aux technologies, par rapport aux infrastructures du numérique. Donc, c'est vrai, la volonté peut être là, mais il faut qu'on se donne les moyens, qu'on mette les moyens pour pouvoir mettre sur pied un tel projet. Parce que je pense que ça ne va pas juste concerner une ville ou la capitale. Ça va concerner toute la RDC. Et la RDC est très grande.
C'est un vaste territoire. Donc je ne sais pas comment. C'est pas comme on dit avec des mots on construit plein de choses. Donc il faut les moyens et les investissements pour pouvoir mettre sur pied un projet. Je pense que Raja peut nous donner avec un vocabulaire plus technique que moi pour du côté infrastructurel. Très bien, Raja. Alors, la question c'était quoi déjà? La question c'est de savoir si la RDC est prête pour un virage numérique de ce genre, de cette ampleur-là. Je serais mal placé si je dis oui ou non, mais par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que je peux voir, je crois que la RDC a presque les mêmes défis que certains pays d'Afrique centrale. Déjà si on part de e-diplôme, pour accéder à cette plateforme, la base, nous connaissons l'idéal, c'est d'avoir l'Internet, la connexion Internet. Tout à fait. Alors, quelle est la réalité de la connexion Internet en RDC? Ça, c'est une très bonne question. Une deuxième chose, qu'est-ce qui ne dit pas qu'il y a toujours quelques personnes derrière qui veulent bénéficier plus que les autres grâce à cette plateforme, par exemple? Et la plateforme est mise sur place, il faut payer de l'argent, les gens doivent recharger. Est-ce que les coûts de connexion sont faibles, sont élevés pour que tout le monde puisse accéder? Est-ce que tout le monde a la capacité de s'offrir un smartphone ou un ordinateur pour accéder à cette plateforme? Ou sont des cyber qui vont se créer? Ça aussi, ça peut générer des revenus pour le pays et à booster l'économie. Ça, c'est une bonne chose. Mais en termes d'infrastructure, je crois que c'est la même chose que certains pays de l'Afrique centrale. En termes de déploiement de structures adaptées, en termes de capital humain qualifié pour ce genre de tâches. Déjà, nous connaissons ceux qui sont des administrations aujourd'hui, sont des personnes âgées qui n'ont peut-être pas utilisé certains outils comme il faut. Et aujourd'hui, ils doivent être formés, réformés, je peux dire. Et l'homme, comme Maxwell disait, que l'homme ne résiste pas au changement, mais il résiste à être changé. Donc lorsqu'on change tout autour de lui, il est content tant que ça ne le dérange pas. Mais dès lors qu'on nous dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser le stylo, tu dois utiliser l'ordinateur, il ne veut plus en fait. Donc l'homme a du mal à pouvoir accepter le changement qui se passe en lui et non autour de lui. Et troisième des choses, comment le peuple congolais va recevoir cela. Donc en termes d'infrastructure, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, parce que si déjà la capitale, il y a des défis technologiques, des défis structurels en termes de la couverture nationale pour l'Internet. Qu'en sera-t-il pour des provinces? On voit Kolwezi, on voit le Nord Kivu, on voit... Voilà, qu'en sera-t-il? La région des Grands Lacs, par exemple, là où il y a l'insécurité, rappelons-le. Alors, est-ce que quelqu'un va aller embrasser Internet alors qu'il n'a même pas une maison pour dormir, même pas une toit? C'est assez anormal. Et d'un côté, on va pas dire que parce qu'il y a la guerre ou parce qu'il y a ceci, on va pas faire avancer. Donc, c'est le pour et le contre. Et je crois que si ce projet est lancé maintenant, c'est que le gouvernement a mûrement réfléchi avec les conseillers adaptés et ils ont analysé que la faisabilité, même si c'est pas sur tout le territoire, mais au moins de façon progressive, cela pourrait être possible. Donc on retient que un projet aussi ambitieux ne peut réussir sans accompagnement massif sur le terrain. Donc l'accompagnement il est nécessaire pour mener à bien un projet de cette envergure-là. Tout à fait. Et pour parler d'un troisième point, l'un des systèmes, qui est prévu d'utilisation, c'est la blockchain. Donc, et cette technologie qui sera très fort probablement utilisée par des partenaires étrangers. Et ça pose une question de souveraineté numérique. C'est un sujet qu'on traite souvent ici. Toujours dans toutes nos émissions lorsqu'on parle de projet et qu'il y a j'ai pas envie de dire ingérence, mais un partenariat étranger. La question de souveraineté numérique se pose toujours. Et dans notre cas, est-ce que on peut dire que la RDC aujourd'hui manque de talent au point de faire intervenir des partenaires étrangers pour un projet national? Alors moi je peux dire la RDC c'est un pays vraiment, si je peux me permettre le mot, béni. On voit des œuvres, on voit des jeunes gens même sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui produit de l'électricité à travers d'un petit ventilateur, quelqu'un qui a créé une voiture électrique et tout. On voit, il y a la créativité. Le problème, c'est le financement de ces projets-là et la confiance en notre talent local. Et là, je pense que c'est partout en Afrique. C'est comme si on nous a instruit et éduqué que le meilleur, c'est toujours à l'extérieur. Chez nous, il n'y a pas de bon. Mon propre frère ne peut pas produire quelque chose que moi, je peux utiliser, mais celui qui est à l'extérieur, qui ne me connaît pas, lui peut savoir ce que moi, je veux. Et ce qui fait en sorte qu'on est un continent beaucoup plus consommateur. Et d'ici 2025, la population de l'Afrique, on va atteindre combien de milliards déjà? Je me rappelle plus, mais d'ici 2050, l'Afrique sera 25% de la population mondiale. Donc,
regardons combien les regards du monde est fixé sur l'Afrique. C'est un continent qui est, je peux dire, vierge en termes d'infrastructure. Tout est à construire, tout est à refaire. Donc c'est de l'argent qui doit se faire. Et c'est un moment où nous devons créer des partenariats entre pays voisins. Et je pense à l'exemple de l'Algérie. Actuellement, l'Algérie crée des partenariats avec la plupart des pays africains pour tout transformer ici et ne pas dépendre d'autres continents. Ça, c'est une chose déjà à féliciter. Donc en RDC, je crois qu'il y a des talents pour cela, mais il faut qu'il y ait un investissement et qu'on leur donne leur chance, comme se fait au Burkina. On sélectionne les élites via des concours, on les encourage, on les récompense, et ça les booste à faire quelque chose pour le pays, en fait. Oui, en fait, moi, je suis totalement en phase avec Raja, parce que on a toujours tendance à cette dépendance à l'Occident, et c'est déplorable parce que il y a tout ce dont on a besoin est là. Que ce soit en besoin humain, on a besoin dans la tête, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, on va toujours chercher des partenariats. Et à la longue, surtout concernant le numérique, la majorité de toutes nos données seront stockées à l'étranger. Toutes nos données seront et dépendant des partenariats qu'on a, des clauses, des différents contrats qui peuvent signer entre le gouvernement et les différentes agences avec lesquelles ils travaillent, on ne sait pas où est-ce que nos données vont partir. Tout à fait. Ça crée une totale dépendance envers eux. Ou imagine où il y a des clauses qui sont cachées dans les contrats, où tu es obligé de refaire un partenariat avec la même personne pour avoir tes données dès que ton contrat finit. Du coup ça laisse l'ouverture d'une question. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment est-ce qu'il faut se positionner? Raja a parlé tout à l'heure, tu l'as rejoint également, de promouvoir l'investissement local. Mais là, on parle d'un projet qui est déjà fait, qui est déjà signé. Comment est-ce qu'on peut limiter la casse? Limiter la casse, ce sera juste dans les clauses du projet. Parce qu'on ne sait pas ce qui a été signé derrière nous ou dans notre dos. Donc, si le gouvernement a été intelligent, je suppose qu'il a été très intelligent, ne pas donner la main à l'étranger pour faire tout. Essayer de bien contrôler les choses. Moi, je dirais, c'est juste le contrôle de toutes nos affaires. C'est vrai, on a besoin d'eux pour tout ce dont on a besoin, mais au moins nous garantir qu'on contrôle la situation, ça serait la meilleure des choses. Alors, je vais rejoindre Alamine dans la mesure où, je sais pas, mais c'est comme si les traces de la colonisation sont dans nos ADN en Afrique, et ça c'est vraiment dommage. On a du mal à croire qu'on peut faire quelque chose. Mais nous voyons une génération qui s'élève, donc les partenaires ne sont pas mauvais. Moi j'encourage les partenaires parce que c'est une façon d'échange. Mais si le partenaire c'est juste un seul côté qui gagne, ça, je suis contre ce genre de partenariat. Donc la RDC a bien fait de faire des partenariats, mais la question est pendant combien de temps? Donc pendant que le partenariat est en cours, il faut qu'une main soit... Regardez un peu les exemples des multinationales pétrolières, par exemple, quand ils viennent s'installer chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, ils créent des écoles, en fait, des élèves. Des élèves sont là, par exemple, papa, il travaille à Total Congo, par exemple, et l'enfant étudie dans l'école de Total Congo. En fait, qu'est-ce qu'on crée? On crée un lien affectif. Par le lien affectif de papa et l'enfant va directement aimer l'entreprise qui paye papa. Donc, ce qui fait en sorte que papa part à la retraite, on récupère l'enfant. C'est toute la famille qui travaille pour l'entreprise. Et nous, on pense qu'on nous aide. Mais en fait, ce qui se passe, c'est... non, mais c'est extraordinaire. Donc, pour moi, je crois qu'on peut tout simplement avoir des partenaires, mais gagnant. Je crois que le président de la République, Félix Tshisekedi, il en a parlé, il a insisté sur les partenaires gagnant. Alors que le partenaire est là, que la main-d'œuvre locale aussi puisse s'intégrer petit à petit pour ne pas vivre ce qui s'est passé dans l'un des pays. On a vu en Afrique de l'Ouest récemment, quand ils ont demandé aux Chinois de rentrer chez eux. Les Chinois veulent rentrer, d'accord, mais il y a personne qui va travailler sur les mines. Qu'est-ce qui se fait? On est obligé de les laisser là-bas parce que les nationaux sont incapables de travailler sur les mines. Pareil pour le Ghana. Le gouvernement a repris des mines d'or et tout, mais il n'y a pas la main-d'œuvre. Donc, les gens sont plus au niveau des manœuvres qu'au poste stratégique pour la production, le développement. Et ça, c'est un problème qui dure depuis l'époque coloniale. Il faut qu'on change cela par des partenaires gagnants-gagnants et investir sur la formation. Non pas qu'on nous construit seulement des maisons, des routes et ils s'en vont. Parce que ces routes-là se détruisent. On va encore les appeler pour venir reconstruire. On ne fait rien du tout. Donc, non seulement qu'ils nous construisent, il n'y a pas de souci, mais on nous donne l'intelligence pour construire cela. On dit que faut pas donner le poisson à l'enfant tout le temps. Apprends-lui à pêcher. Apprends-lui à pêcher. Quand nous apprennent à pêcher. Très bien, je pense que c'est sur ces mots que nous allons terminer le débat virtuel. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que ce qui se joue, c'est pas seulement la lutte contre la fraude, mais c'est aussi la maîtrise des outils numériques stratégiques justement parce que il s'agit là de l'éducation qui est l'un des piliers du développement d'une nation.
Alors, e-diplôme, c'est un pas en avant vers un système éducatif plus transparent et plus moderne. Mais ce pas n'est pas décisif. Il le sera si et seulement si l'infrastructure, la confiance et la pédagogie vont suivre. Alors, la RDC a peut-être là une belle opportunité à condition de bien l'exploiter. Alors, je vous remercie d'avoir rendu présent à mon invitation. Remercie également M. Mohamed qui est à la réalisation de ce numéro. Vous, très chers auditeurs, merci également de votre fidélité. Entre-temps, vous pouvez retrouver cet épisode disponible sur nos plateformes, notre site internet. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.